déjà 4 ans que le gouvernement du président Talon a fait la promesse de mieux être aux Béninois. Pour y arriver, des chantiers ont été ouverts, des changements ont été annoncés et aussi des réformes sont intervenues pour donner un nouveau visage au secteur santé de notre pays. Avec le professeur Benjamin Moupati, gynécologue obstétricien, nous allons faire l'exercice du bilan. Nous verrons l'impact réel de tout ceci dans la vie ou dans le quotidien des Béninois. Et pour nous entretenir avec le ministre de la Santé, mon confrère Romuald Moui sera à mes côtés. Cette émission se tient justement à un moment où le monde entier, le Bénin également, fait face à la pandémie du coronavirus, le Covid-19. Nous avons dénombré au Bénin à la date du 4 avril plus d'une dizaine de cas. Pourquoi l'épidémie progresse alors que le gouvernement a mis en place quand même un certain nombre de dispositifs pour freiner justement la propagation? Merci, M. Oui, l'épidémie progresse parce que, comme nous l'avons souligné à plusieurs reprises, c'est essentiellement des cas importés. Il faut comprendre que l'épidémie a démarré dans d'autres pays. À ce jour, quand même, nous accueillons nos compatriotes et d'autres personnes qui viennent dans le pays. Et il est constaté que c'est ces personnes qui sont actuellement des cas positifs, pour la majorité. Il faut dire que les derniers cas qui ont été relevés sont des cas qui ont été notés chez des sujets qui étaient mis en quarantaine sur décision du gouvernement et qui, avant leur sortie, ont bénéficié d'une analyse systématique pour pouvoir vérifier leur statut avant de les faire passer dans la communauté. Et ces analyses ont révélé que malgré l'absence de signes, il y avait 3 cas qui étaient positifs. Le Bénin n'est quand même pas resté sans affûter ses armes. On a vu, il y a eu la formation des professionnels de santé, le renforcement des capacités de dépistage de nos laboratoires. On a vu également le centre d'isolement qui a été mis en place et je vous propose qu'on aille revoir tout ceci. C'est un dispositif bien apprêté pour accueillir les éventuels cas de coronavirus. Pour l'heure, aucun cas suspect n'est enregistré, mais le gouvernement anticipe. Ce centre est composé de 3 salles pour les patients, 2 salles polyvalentes pour les patients suspects, c'est-à-dire les cas chez qui on suspecte qu'ils aient pu contacter le coronavirus, et une salle où nous admettons les patients qui sont confirmés comme étant malades et les patients dont l'état s'aggrave. Et juste à côté de ces 3 salles, un dispositif moderne pour le traitement des patients qui, éventuellement, viendraient à mourir. Et ce dispositif a une baie vitrée qui permet également aux parents de ces patients de s'assurer que c'est bien leurs parents d'abord, première chose, et que le corps est traité de façon digne. Parce que l'enterrement ne peut pas être réalisé par eux. C'est une des conditions sine qua non à respecter lorsque nous avons affaire à des urgences épidémiques. Après le tour effectué par les autorités, le ministre de la Sécurité publique avoue être surpris, mais agréablement. Pour ce qui a été fait en un temps record, avec professionnalisme, cela me réjouit et me rassure qu'au Bénin, des mesures urgentes ont été prises. Je souhaite très bien, en priant les mains de nos ancêtres et Dieu, qu'on n'ait pas à s'en servir, mais qu'on ait pris des précautions pour qu'en cas de, qu'on puisse être à la hauteur. Le représentant de l'Organisation mondiale de la santé affirme que c'est un dispositif très complet et le ministre en charge de l'économie et des finances en est bien impressionné. C'est l'occasion de féliciter tous ceux qui ont contribué à ça et surtout mon collègue, le ministre de la Santé ici, qui depuis plusieurs jours ne dort plus. Et puis aussi de rappeler qu'en ce qui concerne les finances, le chef de l'État nous a donné 2 instructions très claires. La première, c'est de mettre sur place et de fournir tous les moyens financiers qu'il faut pour permettre en fait la prévention, la détection et la prise en charge des cas suspects, ainsi que le traitement des malades. La deuxième instruction, c'est de dire qu'il faut se servir de cette crise pour s'assurer que le Bénin dispose désormais d'infrastructures sur l'ensemble des 12 départements pour être capable de réagir face à des situations similaires. Pour le plan d'urgence, 6 milliards de francs CFA ont été accordés au Conseil des ministres. Quant à la couverture intégrale des 12 départements du territoire,
30 milliards de francs CFA seront déboursés. Alors ça, c'était une veille armée. C'était avant qu'on ne parle de cas confirmés dans le pays. Mais aujourd'hui, avec la progression, Romuald le disait tout à l'heure, on remarque bien, on a l'impression qu'il y a une grosse difficulté à gérer l'épidémie dans notre pays. Quels sont vos commentaires? Il n'y a pas du tout de difficulté à gérer l'épidémie dans notre pays. Comme vous avez pu le constater, le nombre de cas progresse certes, mais c'est totalement sous maîtrise. Ce n'est pas des cas qui nous échappent. Ça signifie d'abord que le système de surveillance épidémiologique est robuste et bien en place. Nous arrivons également à contrôler tous les contacts de ces cas positifs, puisqu'ils sont systématiquement mis en quarantaine, suivis pendant la période nécessaire avant d'être mis en sortie. Donc, pour nous, la situation épidémiologique paraît stable et le dispositif qui est mis en place est efficace. Nous avons des sujets qui sont venus de voyage. Nous avons des compatriotes qui sont venus de voyage, qui sont revenus chez eux. Et nous avons l'obligation de leur assurer un accueil et les mettre dans les conditions qu'il faut pour qu'ils puissent retourner dans leur famille. Et c'est ce dispositif que le gouvernement a mis en place. Nous les accueillons certes, mais nous n'excluons pas qu'ils aient pu être contaminés avant de venir. Et là, avec la mise en quarantaine systématique et les prescriptions d'auto-isolement qui avaient été recommandées par le gouvernement avant même que les premiers cas ne soient constatés, nous avions espéré pouvoir contrôler totalement la situation. Il est vrai que certains sujets n'ont pas respecté les prescriptions d'auto-isolement. Et ça, c'est vraiment la question majeure qui nous a beaucoup préoccupés pendant un certain nombre de temps. Parce que lorsqu'ils ne respectent pas la prescription d'auto-isolement et qu'ils sont découverts positifs, ça augmente sensiblement le nombre de contacts qu'il faut identifier. Parfois, nous avons jusqu'à 100 contacts pour un seul sujet. Et il faut tous les retrouver, les mettre systématiquement en quarantaine et les suivre pendant la période d'observation nécessaire. Donc c'est ça un peu la difficulté, mais je peux vous rassurer que les équipes du système de santé sont toujours à pied d'œuvre et contrôlent la situation. Vous parlez de système de santé là, mais les Béninois sont justement inquiets par rapport à la fragilité de notre système de santé ici. Je suis tout à fait conscient quand on regarde les images qui passent sur nos chaînes actuellement avec ces décès et tous ces appareils qui sont mis en branle pour essayer de sauver les vies, on se dit, au regard de ce que nos systèmes de santé en Afrique sont, que ça pourrait être une véritable catastrophe. Mais il y a des éléments majeurs dont il faut tenir compte. Oui. Le premier élément majeur dont il faut tenir compte, c'est regarder la jeunesse de la population africaine. Nous avons une population relativement jeune qui pourrait nous permettre de ne pas avoir beaucoup de décès comme cela se voit dans les populations beaucoup plus vieilles. Première chose. La deuxième chose, c'est que nous avons quand même un système de santé qui, même s'il n'est pas à même de disposer d'autant d'appareils de réanimation, a quand même un avantage. Nous avons eu à faire face, pendant ces dernières décennies, à de nombreux épisodes d'épidémie qui ont quand même préparé et aguerri les équipes d'intervention au niveau des différents pays à faire face à ce genre de situation. C'est un atout majeur que nous exploitons actuellement pour être à même de répondre efficacement à cette épidémie. L'Organisation mondiale de la santé provenait depuis quelques semaines de ce qu'on pourrait aller à un pic vers mi-avril, par exemple, où on pourrait quand même connaître une flambée dans l'enregistrement ou dans la confirmation des cas. Quelles mesures le Bénin est en train de prendre? Le Bénin est en train de prendre des mesures, déjà pour pouvoir s'assurer que les cas sont pris en charge dans un environnement adéquat. Nous avions installé le site de prise en charge de l'École nationale de police. Nous sommes en train de finaliser la mise en place du site de Abomey-Calavi et de Nati Tengu. Mais en plus, le gouvernement s'est engagé depuis quelques jours à dédier exclusivement l'hôpital de zone d'Alada pour la prise en charge des cas. Donc déjà, du point de vue de la prise en charge, nous avons l'infrastructure nécessaire pour le faire. Parce que nous avons fait une option de ne pas prendre en charge les cas au sein de nos structures sanitaires. Je pense que ça, c'est fondamental. Si nous faisons entrer des cas de Covid-19 positifs dans les centres de santé, ça pourrait être une catastrophe parce que, comme vous l'avez si bien dit, nos systèmes ne sont pas totalement parés pour faire face à ce genre de situation au sein de nos hôpitaux où les règles d'hygiène ne sont pas toujours strictement respectées, même si nous faisons un effort pour que chaque agent, chaque acteur puisse le faire. La deuxième chose fondamentale, c'est que nous avons aujourd'hui établi un protocole de prise en charge qui pour nous quand même paraît répondre, puisque les premiers résultats sont assez concluants. Donc les cas dépistés seront pris en charge.
La troisième chose, nous avons procédé au renforcement des capacités du laboratoire pour être à même de pouvoir augmenter nos capacités de diagnostic. La preuve, c'est que ces derniers jours, nous avons eu à gérer près de 1000 sujets qui sont en quarantaine dans les hôtels. Et c'est au minimum, aujourd'hui, au minimum 200 prélèvements qui sont réalisés par le seul laboratoire qui est là. Nous avons prévu d'étendre les capacités de ce laboratoire-là à d'autres laboratoires pour être à même d'être encore plus optimum dans le diagnostic. Alors, l'arsenal sera très clair, c'est diagnostiqué et traité. Avec ça, nous espérons pouvoir, même s'il y a une augmentation du nombre de cas, pouvoir contrôler un tant soit peu la situation. Le Bénin n'est pas à sa première gestion des épidémies. Nous avons connu la fièvre Lassa et le choléra. Quels sont les acquis du Bénin en matière d'infrastructure pour faire face à ces genres de catastrophes? En matière d'infrastructure, il faut dire qu'effectivement, nous avions eu à faire face à ces épidémies de Lassa, de choléra, qui nous ont amenés à mettre en place des dispositifs pour pouvoir accueillir ces cas, les soigner. Donc nous étions déjà habitués aux règles de gestion de façon stricte des cas d'épidémie avec des contagiosités fortes. Ça nous a permis, d'entrée de jeu, de mettre en branle tout le dispositif sur toute l'étendue du territoire national et d'activer ces sites qui étaient déjà identifiés avant pour la gestion de ces crises sanitaires. Donc ça, c'est vraiment un atout majeur. Et aujourd'hui, avec l'épidémie de la Covid-19 qui est là, nous nous rendons compte qu'il faut voir plus loin, ce qui nous pousse à démultiplier les efforts que nous avions déjà là en place pour pouvoir faire face au nombre croissant de cas et également à une prise en charge de plus en plus efficiente. En matière d'infrastructures sanitaires, on a quand même entendu parler de cet hôpital de référence qui sera érigé à Abomey-Calavi. Qu'en est-il réellement? Où en sommes-nous, Monsieur le ministre? L'hôpital de référence de Abomey-Calavi est en train de devenir tout doucement une réalité. Comme vous avez pu le constater, il y a de cela 2 mois, nous avons signé le contrat de construction. Et là, actuellement, nous sommes en train de finaliser les derniers documents et le projet architectural définitif pour rentrer effectivement dans la phase de construction qui sera incessante. Si ce n'était pas l'épidémie de coronavirus qui est intervenue, nous aurions déjà pu avancer plus loin que cela. L'hôpital sera une réalité, c'est un hôpital de référence qui sera l'un des hôpitaux de référence offrant les meilleures capacités, aussi bien diagnostiques que thérapeutiques dans la sous-région. Je ne vous arrête pas, Monsieur le ministre, mais nous irons voir en image tout ceci. Un imposant chef-d'œuvre architectural bientôt sorti de terre, 15 hectares à valoriser pour un plateau technique de haut niveau qui répond aux aspirations du présent et du futur. 516 lits y seront installés pour accueillir les patients, 436 en hospitalisation de nuit et 80 pour les soins en journée. L'idée est de pouvoir prendre en charge toutes sortes de pathologies. L'hôpital va s'articuler autour de 8 pôles majeurs. L'oncologie, qui englobe les soins palliatifs, la chirurgie gynécologique. Le cardiométabolisme, en deuxième lieu, regroupe la cardiologie conventionnelle et interventionnelle, les unités de soins intensifs en cardiologie et l'endocrinologie métabolisme. La chirurgie hépato-biliaire et digestive, l'hépato-gastro-entérologie seront également prises en compte dans ce haut lieu de santé. Il en sera de même pour la traumatologie, la neurochirurgie et l'orthopédie, sans toutefois occulter la chirurgie vasculaire et thoracique, la néphrologie, l'urologie, la chirurgie microfaciale, l'odontologie, l'ophtalmologie et l'ORL seront également les domaines d'intervention qu'offre ce haut lieu de santé. Les patients atteints du cancer pourront être pris en charge grâce au service de médecine nucléaire et radiothérapie. Le gouvernement veut en effet à terme réduire à 0 les évacuations sanitaires. Par ailleurs, l'opérationnalisation de la réforme au niveau du système funéraire est prise en compte dans ce méga projet. Tous les services mortuaires seront possibles dans cet hôpital. Environ 400 places y sont destinées. Ce centre de santé va également offrir des formations aux praticiens de la santé d'ici et d'ailleurs. Le coût de ce joyau, environ 115 milliards de francs CFA, dont 88 milliards seront injectés dans l'infrastructure, 22 milliards pour les équipements,
5 milliards 500 millions pour la maîtrise d'œuvre et 500 millions pour les systèmes d'information. D'abstrait, le projet sera concret dans 3 ans, 36 mois, au bout desquels le Bénin va détenir l'un des plus grands, sinon le plus grand hôpital de référence de l'Afrique de l'Ouest. L'hôpital de référence d'Abomey-Calavi reste quand même un rêve, on va dire, parce que dans la réalité, on ne voit pas encore visiblement ce qui va se passer exactement. Ça ne saurait tarder. Comme je vous l'ai dit, l'épidémie de coronavirus nous a ralenti un tout petit peu, mais dans les prochaines semaines, les premiers coups de pioche vont commencer et nous allons avoir l'occasion de voir ce rêve transformé en réalité. Mais dans la foulée, vous avez eu aussi des hôpitaux que vous avez réhabilités, notamment à Ouida, à Abomey-Calavi, dites-nous. Effectivement, il y avait des structures qui avaient déjà des capacités qui étaient réduites. Nous avons profité, à l'occasion des différentes réformes que nous avons en cours au niveau des hôpitaux, profiter pour augmenter parfois les capacités, mais également redonner une certaine envergure à ces hôpitaux, parce que lorsqu'on vient dans une structure sanitaire et que la présentation n'est pas bonne, on se sent peut-être parfois encore plus malade. Donc il est important, et le gouvernement a pris cette option, de faire en sorte que les patients, les sujets béninois puissent venir dans des infrastructures sanitaires qui soient vraiment attrayants, accueillants. Et c'est pour ça que nous avons enclenché une série de réhabilitations au niveau d'Abomey-Calavi, de Parakou également, de l'hôpital de Porte-Novo et du CHD-Zou, et pour ne citer que ceux-là. Les infrastructures périphériques, au niveau des communes, des arrondissements également, n'ont pas été en reste. Il y en a qui ont déjà bénéficié. D'ailleurs, à la suite des visites de la commission chargée de contrôle de la qualité des prestations de services, qui ont constaté parfois beaucoup de problèmes au niveau de la présentation des infrastructures, au décours de leur constat, nous avons procédé à la réhabilitation d'un certain nombre d'infrastructures. Il y a un instant de l'hôpital de référence d'Abomey-Calavi, mais le CNHU, on semble l'oublier. Qu'est-ce que vous avez prévu concrètement pour le CNHU? Alors, le CNHU n'est pas en reste de ces réhabilitations. Si vous rentrez au CNHU aujourd'hui, vous sentez qu'il y a un changement. Il y a un changement fondamental. Ce n'est pas le CNHU d'hier que vous voyez aujourd'hui. Déjà, au niveau de la présentation, il y a un grand changement. Et ça continue. Même à l'intérieur, nous sommes en train de faire des travaux pour pouvoir vraiment remettre les services aux normes, les infrastructures aux normes. Et tout ça pour continuer à apporter des soins de qualité. Vous savez, le CNHU aujourd'hui recèle des sommités qu'il y a dans le pays. Et les populations ne demandent qu'à venir voir ces sommités. Alors, quand vous venez les voir, il faut le faire dans un environnement qui soit attrayant, accueillant. Il faut pouvoir disposer des infrastructures qu'il faut pour pouvoir rester. Et nous sommes en train de travailler vraiment d'arrache-pied avec l'équipe de l'hôpital du CNHU pour pouvoir le concrétiser. Le CNHU restera et aura sa fonction dédiée malgré l'existence du CHU de référence d'Abomey-Calavi. Alors, l'autre préoccupation que moi j'ai, c'est par rapport aux dialysés. Entre-temps, vous aviez parlé donc des réformes qui auraient pu conduire à l'installation d'autres centres pour les dialysés. Qu'en est-il? Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas du tout du passé, c'est toujours présent. Et effectivement, nous avons entamé une grande réforme au niveau de la dialyse, notamment d'abord en termes d'infrastructure, où au CNHU, nous allons augmenter la capacité d'accueil déjà par rapport aux dialysés. Il y a le centre de Porte-Novo qui est quasiment terminé, qui ne reste qu'à équiper, le centre d'Abomey également qui est terminé et le centre de Parakou. Avec ces 4 centres que nous allons totalement mettre en service avec des appareils de dernière génération, nous allons pouvoir assurer de façon optimum la prise en charge des patients dialysés. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que par rapport au nombre de patients dialysés que nous enregistrons, nous n'avons pas encore la capacité suffisante pour les prendre tous en charge. Donc, c'est toujours d'actualité et dans les toutes prochaines semaines, ça va pouvoir se concrétiser. Alors, je crois que dans votre réponse, vous avez commencé par parler d'équipement parce qu'une chose est de construire les hôpitaux, une autre chose est de rendre ces hôpitaux-là fonctionnels avec un plateau technique bien rehaussé, également des équipements à la hauteur des espérances des usagers. Qu'avez-vous fait de ce côté-là? Alors de ce côté, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Nous avons équipé beaucoup d'infrastructures, notamment à travers divers programmes, notamment le programme d'appui à la santé maternelle et infantile qui a équipé quasiment tous les hôpitaux du pays pour la prise en charge de la mère et de l'enfant, mais également en matière de matériel et d'équipement de réanimation.
Il y a eu d'autres acquisitions qui ont été effectivement réalisées par le gouvernement en urgence. Et il y a un certain nombre d'équipements diagnostiques, notamment l'acquisition de l'installation de l'IRM, de l'appareil d'imagerie par résonance magnétique au niveau du CNHU, la mise en place du scanner à l'hôpital de Porto-Novo, qui sont déjà en cours d'installation, la future installation d'un scanner également à Parakou, à Natitengu et à Lokossa dans le Mondo, en matière d'outils diagnostiques. En dehors de ça, le parc échographique du pays a été renforcé également. Et là, actuellement, nous avons un grand projet d'équipement global et de maintenance au niveau de toutes les infrastructures sanitaires du pays. C'est un grand projet qui prend en compte un plan d'équipement assorti d'un plan de maintenance pour lequel nous sommes accompagnés par des consultants. Donc, d'ici au plus 6 mois, nous allons pouvoir disposer de ce plan et maintenant procéder à une acquisition en fonction des besoins de ce plateau technique pour renforcer vraiment notre capacité diagnostique et de prise en charge au niveau des infrastructures. Et donc les usagers de nos hôpitaux pourront espérer très bientôt d'une meilleure accessibilité aux infrastructures et équipements de qualité. Absolument. Déjà, ce qui est là n'est pas mal. Avec ce qui est là, nous faisons déjà le nécessaire, ce qu'il faut. Et les besoins ponctuels sont adressés de façon quotidienne. Mais au-delà de ça, nous sommes en train de planifier maintenant le futur pour vraiment nous assurer que tous les besoins qui doivent être adressés par niveau de la pyramide sanitaire le soient. Et c'est pour ça que ce plan d'équipement vraiment va nous permettre d'avoir une vision sur le long terme, en termes de mise en place des équipements, mais en termes également d'amortissement pour remplacer ces équipements après un certain temps et en termes de maintenance, puisque l'un des gros problèmes, le problème majeur que nous avons, ce n'est pas si tant d'acquérir des équipements, mais d'assurer leur maintenance préventive et curative. C'est vraiment ça. Vous avez des appareils qui ont été acquis à grands frais, mais qui, au bout d'un mois, ont été délaissés. La politique du gouvernement actuellement va veiller à ce que ça ne soit plus jamais cela. On n'a pas des ingénieurs pour la maintenance de ces appareils? Le plus important par rapport à la maintenance, c'est déjà de disposer de tous les profils d'ingénieurs qu'il faut pour assurer la maintenance de ces appareils, première chose. Il faut disposer également des pièces, donc avoir des contrats assez subséquents avec tous les fournisseurs qui livrent ces appareils. Et ça participe en fait à un plan global de maintenance. Si vous n'avez pas un plan solide de maintenance, aussi bien préventif que curatif, vous ne pouvez pas faire face. Et aujourd'hui, l'une des réformes majeures au niveau du secteur sanitaire, c'est de créer l'agence d'équipement des infrastructures et de la maintenance. Cette agence pourra avoir une meilleure autonomie, disposer des ressources humaines qu'il faut pour pouvoir assurer cette fonction majeure dans notre système sanitaire. Pourquoi le choix d'une agence alors qu'on pourrait créer une autre structure, par exemple? On avait une direction. Vous avez pu constater l'échec un peu de cette direction parce que l'autonomie n'y est pas. Il n'y a pas assez de ressources humaines. La compétence n'y est pas. Il faut pouvoir donner les moyens, je pense, à cette structure, à l'agence qui va être créée, de pouvoir vraiment assurer sa mission. Et c'est pour ça que nous avons fait cette option, diriger plutôt une agence qui aura beaucoup plus d'autonomie, plus de pouvoir, pour pouvoir agir vraiment de façon pertinente pour dérouler le plan de maintenance qui sera bientôt mis en place. On est toujours dans le futur, hein, Monsieur le ministre, mais normalement, ces réformes-là, ces équipements et ces infrastructures devraient permettre de réduire un peu les dépenses de l'État par rapport aux évacuations qui coûtent quand même, c'est des sommes faramineuses. Il y a déjà des acquis. Nous sommes dans le futur, certes, mais il y a beaucoup d'acquis, comme je l'ai dit. On a mis en place beaucoup de choses. Il y a des choses qu'on n'évacue plus aujourd'hui parce que nous avons acheté des appareils qui nous permettent de ne plus évacuer. D'ici quelques temps, l'IRM va être terminé. Des patients qu'on évacuait juste pour pouvoir faire un contrôle, pour avoir une image d'imagerie par résonance magnétique, ne partiront plus. Et très bientôt, avec l'hôpital de référence, ça va être encore mieux. Mais déjà, effectivement, par rapport aux évacuations, nous avons quand même mis en place une réforme pour assainir au mieux ce qui s'y passait. Et par rapport à cela, il faut dire que le coût des évacuations sur le budget de l'État était énorme. Oui. Était énorme et n'était pas surtout contrôlé. Aujourd'hui, nous avons mis en place un système qui permet de sélectionner effectivement les patients qui ont réellement besoin d'évacuation sanitaire. Et cela voudrait signifier qu'auparavant, il y avait des patients qui n'en avaient pas besoin? Bien sûr, quand vous prenez un patient qui est au stade terminal d'un cancer et que vous l'évacuez, ça a quel sens? Pour l'affectif des parents, oui, ça a un sens.
Mais pour le système, si vous évacuez quelqu'un à coût de vingtaines de millions et qui meurt le lendemain, ou 2 jours, 3 jours après, vous vous posez beaucoup de questions. Quand on a des maladies aussi graves, de rester dans son milieu pour pouvoir vraiment partir. Mais c'était ce qui se passait avant. Aujourd'hui, on est regardant, on trie effectivement. Le Conseil national de santé, sous ma présidence effective, trie les patients qui bénéficieront d'une évacuation avec vraiment quelque chose de plus. C'est vraiment ça. Lorsque vous envoyez des cas et que les médecins au niveau des hôpitaux vers lesquels nous envoyons vous écrivent pour vous dire mais bon, qu'est-ce que vous voulez effectivement de nous? Vous comprenez qu'il y a un problème. Parce qu'ils constatent tout simplement que voilà, c'est déjà fini. C'est déjà fini, il n'y a pas grand-chose à faire. On envoie des patients parfois pour des pathologies qui sont traitées sur le territoire national. Ça il y aussi, avait du désordre, il faut il y avait le un véritable connaître. désordre que nous avons organisé. Donc aujourd'hui, l'évacuation sanitaire, nous avons déjà organisé correctement les cas qui vont partir. Première chose. Deuxième chose, par rapport même aux hôpitaux d'accueil. Avant, ça allait dans tous les sens. Et l'État envoyait de l'argent dans des hôpitaux. L'argent n'était pas totalement dépensé et on ne voyait jamais la couleur de l'argent qui restait. Aujourd'hui, nous avons une seule porte d'entrée. Nous avons signé un contrat avec une seule structure qui est notre porte d'entrée, qui nous permet de gérer tous les cas d'évacuation sanitaire. Déjà au niveau des 3 hôpitaux qui sont sur leur plateforme, mais également vers d'autres hôpitaux avec lesquels cette structure est partenaire pour pouvoir orienter les cas dont la prise en charge échappe à leurs hôpitaux initiaux. Donc, nous avons un très bon système aujourd'hui. Nous avons totalement contrôlé les évacuations, aussi bien en termes d'effectifs, de pathologies pouvant être évacuées, mais en termes d'efficience. Des gens vont aujourd'hui pour des interventions du cœur et reviennent 3 jours après, 1 semaine après. C'est vraiment formidable qu'on puisse arriver à ce genre de résultats. Donc il y a eu des réformes de ce côté-là aussi et désormais les choses sont vues de plus près. Absolument. Voilà. Et dans la foulée, toujours pour améliorer l'accessibilité des populations aux soins de santé en général, il y a eu un vaste projet, le projet ARCHE. Et je voudrais que vous nous parliez donc du volet assurance maladie. Effectivement, nous avons commencé le volet assurance maladie du projet ARCHE depuis l'année passée. Nous avons commencé par la zone sanitaire d'Abomey-Calavi-Souava et depuis bientôt 3 mois, nous nous sommes étendus à la zone sanitaire de Dassa-Glazoué, puis à celle de Djougou-Aké-Kopargo. La phase pilote se passe très bien et nous avons pu constater que les populations étaient dans le besoin. Aujourd'hui, nous avons pu constater dans la zone sanitaire de la phase pilote que nous avons beaucoup moins de cas graves d'enfants parce que les parents, dès l'entame, avec ce sésame que constitue la carte qu'elles ont, viennent consulter tôt et ont les soins assez tôt. Nous avons pu constater également qu'avec le démarrage du volet assurance maladie de l'ARCHE, nous avons une augmentation de la fréquentation au niveau des structures. C'est dire que les gens étaient malades, mais avaient peur de venir consulter, parce que n'ayant pas les moyens. Nous avons pu, depuis le début de cette phase pilote, pu enregistrer plus de 3500 cas, dont la majorité sont des cas de palliatifs d'infection respiratoire aiguë, et qui ont été correctement pris en charge. Et nous tendons tout doucement vers la phase bilan de cette phase pilote pour pouvoir enclencher maintenant la phase d'extension. Et justement, la phase d'élargissement, on pourrait l'espérer pour quand? La phase d'élargissement, je pense que d'ici la fin de cette année, si nous allons démarrer cette phase. Parce qu'il faut arriver au bout de la phase pilote, faire l'évaluation, tirer les leçons de cette phase pilote et maintenant enclencher le processus de la phase d'extension. Alors, qui dit soins de santé de qualité dit également les produits pharmaceutiques. Et il y a une réforme qui est passée par là où nous avons suivi avec beaucoup d'attention le démantèlement du grand marché d'Adjegunle. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe réellement dans le secteur? Alors, le secteur pharmaceutique, effectivement, a fait l'objet d'une attention particulière. Un gouvernement responsable ne saurait laisser sa population s'empoisonner. Et c'est ce à quoi on assistait, avec ces marchés parallèles, comme on le dit, à terre, qui vendaient un peu du poison à nos populations. Le gouvernement a donc pris la mesure des choses et a décrété cette opération d'assainissement du secteur pharmaceutique. Donc, ça s'est bien passé, mais c'est une lutte continue. Tous les jours, nous continuons de faire cette lutte.
La deuxième chose fondamentale qu'il y avait eu par rapport à cette réforme pharmaceutique, c'est de revoir totalement l'ossature, aussi bien au niveau institutionnel, notamment au niveau de l'ordre des pharmaciens, mais également au niveau de l'agence qui s'occupe de la régulation de tout ce qui se passe dans le secteur pharmaceutique. Aujourd'hui, c'est chose faite, l'agence a été créée, l'ordre a été totalement revu, redimensionné, et nous évoluons déjà vers la mise en place du futur ordre des pharmaciens. Et en ce qui concerne la lutte contre les faux médicaments, d'aucuns estimaient que les officines de pharmacie également étaient dans le jeu. Est-ce qu'il y a un mécanisme aujourd'hui qui puisse permettre de façon efficiente qu'on n'ait plus à quand même redire sur ces choses? Absolument. Déjà, le gouvernement, après cette opération, a donné un signal fort à tous ceux qui se livrent à ces trafics. La deuxième chose, nous avons mis en place le projet de construction d'un des plus grands laboratoires de contrôle de qualité des produits de santé. Mais en attendant que ce laboratoire ne voit le jour avec la nouvelle agence qui sera créée, nous faisons des prélèvements de médicaments systématiquement pour les envoyer en contrôle à l'extérieur dans différents laboratoires pour nous assurer de la qualité des médicaments qui sont servis à nos populations. C'est des mesures dissuasives qui permettent de faire en sorte de s'assurer que les responsables d'officines qui pourraient tendre à dévier soient maintenus vraiment dans les mains de la légalité. L'assainissement aussi, cela passe par ce choix imposé ou non par le gouvernement pour les acteurs de la santé, ces médecins qui devront choisir entre la clientèle privée et le secteur public. Monsieur le ministre, avant d'aller vers cette réponse que vous allez nous donner, nous allons suivre ce reportage pour planter le décor. Les nouvelles mesures ont pour objectif d'assainir le secteur de la santé. Leur mise en œuvre entraîne deux effets majeurs qui ne devraient souffrir d'aucune remise en cause. Un ton ferme pour annoncer une réforme et pas des moindres. Le choix entre le public ou le privé qui a été imposé aux agents de santé employés par l'État. Au terme de ces tests, il s'agit de toute personne en lien contractuel avec l'État, qu'il soit fonctionnaire, agent contractuel de l'État, agent conventionné d'une formation sanitaire publique. Les agents du secteur privé qui offrent des prestations ponctuelles, que ce soit des gardes ou des consultations ou même des interventions chirurgicales, ne sont pas concernés par le présent décret. Mais attention, l'État sera très regardant sur les pratiques de ces agents en termes du respect de leur cahier de charges, mais aussi de pratiques peu orthodoxes visant ou aboutissant au détournement des malades du secteur public. En prenant cette décision en 2018, le gouvernement du nouveau départ avait un rêve, avoir un système sanitaire performant avec des ressources humaines qualifiées et disponibles pour des soins de santé de qualité aux populations. Et dans la mise en œuvre de cette réforme, le gouvernement a joué sa partition. Il a mis en place un comité technique d'études de dossiers pour ceux qui ont fait le choix du privé. Au 31 décembre 2018, le ministère de la Santé a organisé 7 sessions de la commission technique pour l'étude des dossiers de demande d'autorisation d'exercice en clientèle privée, dont 2 ont connu l'étude des dossiers de demande d'ouverture et d'exploitation d'établissements sanitaires privés, ce qui correspond à une moyenne d'1 à 2 sessions par mois, soit plus de 3 fois l'indication d'une session par trimestre prescrite par la loi 97-020 portant sur l'exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales au Bénin. De septembre à décembre 2018, ce sont au total 2495 dossiers de demande d'autorisation d'exercice en clientèle privée qui ont été examinés, y compris les dossiers qui étaient en instance avant le démarrage du processus d'assainissement. 2195 dossiers ont reçu l'avis favorable de la commission technique chargée de l'étude des dossiers. En ce qui concerne les établissements sanitaires privés, ce sont 301 dossiers de demande d'ouverture et d'exploitation des établissements sanitaires privés qui ont été étudiés, parmi lesquels
163 dossiers ont reçu l'avis favorable de la commission technique. Enfin, à ce jour, 27 arrêtés d'autorisation ayant subi avec succès toutes les étapes de la validation administrative sont déjà signés, permettant ainsi aux professionnels de santé concernés d'être totalement en règle et d'exercer librement et en toute quiétude leur profession. Par ailleurs, je voudrais rappeler que le décret 342 a révoqué toutes les autorisations d'exercice en clientèle privée et celles d'ouverture et d'exploitation d'établissements sanitaires reçues avant le 25 juillet 2018. Dès lors, le ministère de la Santé s'est inscrit dans une dynamique de veille permanente. Il s'appuie sur la commission chargée du contrôle des structures de prestation des soins médicaux qui a procédé à la fermeture de plusieurs centres illégaux de santé. En 4 ans, le secteur de la santé n'a pas échappé au vent des réformes qui a démarré en 2016 et qui continue de souffler sur le Bénin sous le leadership de Patrice Talon, président de la République. Qu'est-ce qui a favorisé l'adhésion des acteurs de la santé à cette réforme? Vous savez, nous étions dans un milieu où dans le secteur public, même si ce n'est pas tout le monde, il y a une bonne partie qui faisait de façon correcte leur travail. Il y a beaucoup qui délaissaient le travail dans le secteur public pour se consacrer exclusivement au travail dans le secteur privé et percevaient à la fin de chaque mois leur salaire à grâce du secteur public. Il y en a qui rentraient dans l'hôpital le matin à 8 h, laissaient leur voiture dans la cour et sortaient par une autre porte pour partir dans une clinique privée. Nous avons pu voir des choses. Et les malades qui venaient vers les structures publiques pour avoir des soins n'arrivaient pas à l'avoir de ces praticiens. C'est tout ça qui a amené le gouvernement à prendre cette décision de suspendre temporairement l'autorisation des exercices en clientèle privée pour les praticiens qui étaient du public. Cette décision a été très bien suivie et le gouvernement a eu à mettre en place un certain nombre de mesures pour accompagner la décision de façon à ce que les soins puissent être réellement octroyés aux populations lorsqu'elles viennent au niveau des structures publiques, mais également pour que le plateau technique et l'hôtellerie puissent accompagner. Tout à l'heure, je donnais l'exemple du CNHU. Quand les populations viennent voir leurs praticiens, ils savent que c'est les spécialistes qui recherchent. Lorsqu'ils viennent les voir au CNHU, il faudrait qu'on ait un environnement accueillant et que lorsqu'on décide de les hospitaliser, qu'ils puissent vraiment aller également dans un environnement très accueillant. Donc nous avons accompagné cette mesure d'un certain nombre de choses qui permettent aujourd'hui à ces praticiens quand même de pouvoir exercer leur profession dans les conditions qu'ils ont souhaitées par rapport au secteur public. En tout cas, c'est une réforme qui a l'avantage de garder désormais le personnel de santé dans les hôpitaux publics de façon à ce que les usagers aient des soins idoines. Mais l'autre chose qui a énormément changé et qui donne la possibilité aux usagers d'être bien soignés, c'est la fermeture des cliniques illégales. Effectivement, ça a été des réformes qui se sont intriquées. Pendant qu'on était en train de demander aux prestataires de rester dans les structures, en même temps, on a entamé effectivement la fermeture de toutes ces structures sanitaires illégales qui officiaient dans l'homme et tuaient nos populations. Un gouvernement responsable ne peut pas livrer ses citoyens à l'abattoir. Et on pouvait voir un peu de tout. Nous avons résolument pris le taureau par les cornes et procédé à la fermeture à ce jour de plus de 2000 structures illégales sur toute l'étendue du territoire. Et nous avons maintenu la veille constante, notamment avec la commission chargée de contrôle de la qualité des prestations de soins dans les structures médicales, pour nous assurer que dans l'arrière-cour, il ne se passe pas encore des choses. C'est une veille constante, une lutte permanente que nous menons, mais cette lutte sera résolue, ferme et sans détail pour mettre hors d'état de nuire toutes ces structures qui donnaient la mort à nos populations de façon gratuite. Vous avez un grand ministère à charge, le ministère de la Santé. C'est la santé de toute la population béninoise. Vous avez des hommes à gérer, vous avez de grands conflits, des défis également à relever. Quel est le toilettage qui vous permettra peut-être de réussir votre mission? Alors, dans un premier temps, il faut dire que nous avons pris la mesure des choses au niveau du gouvernement et nous avons compris que dans le secteur santé, on ne pouvait pas mettre en place les choses de façon correcte
avec les mouvements par-ci, par-là, qui totalement tétanisaient les structures sanitaires et prenaient en otage les populations. C'est de fait que l'exercice du droit de grève au niveau du secteur sanitaire a été retiré. Mais le retrait de l'exercice du droit de grève ne signifie pas l'absence de dialogue. Nous avons continué à dialoguer de façon constante et permanente. Dans quel cadre? Il y a des cadres formels déjà, mais également de façon informelle. Il y a le Conseil sectoriel du dialogue social qui est l'institution qui est chargée vraiment d'asseoir le dialogue entre les partenaires sociaux et le ministre de tutelle. Mais au-delà de ça, nous avons beaucoup de rencontres informelles pour gérer au mieux les problèmes qu'il y a dans le secteur. Et les syndicats sont souvent consultés pour prendre leur avis sur certains problèmes majeurs. Vous n'avez plus la pression des grèves? Nous n'avons plus la pression des grèves, certes, mais nous veillons quand même à maintenir un dialogue constructif. Nul n'a la science infuse. Et je pense que c'est ensemble que nous allons pouvoir faire en sorte que notre système sanitaire soit totalement redoré. Et le cadre légal du ministère lui-même, tout ça, ça a connu des changements, non? Nous avons totalement changé le cadre institutionnel du ministère et la nouvelle statut du ministère est déjà mise en place par le nouveau décret avec les nouvelles structures, notamment l'ossature suivant deux axes majeurs. Il y a l'axe des soins de santé primaire avec la création de l'Agence nationale des soins de santé primaire et l'axe de la médecine hospitalière avec la création de la future Direction nationale de la médecine hospitalière. Autour de ces deux grands axes, il y a des axes connexes qui sont là, alimentés par certaines agences dont les services sont un peu transversaux, notamment l'agence des infrastructures, l'agence de transfusion sanguine et d'autres. Et donc, toute cette restructuration a été faite pour plus d'efficacité? Absolument, pour plus d'efficacité. Aujourd'hui, toutes les questions de soins de santé primaire sont adressées par l'agence de soins de santé primaire. Avant, c'était disparate, c'était dispersé dans plusieurs directions, ce qui ne permet pas à terme vraiment d'avoir assez d'efficience dans les actions qui sont mises en œuvre. En dehors de tout cela, nous avons aujourd'hui mis en place un nouveau système pour la santé communautaire. Nous allons bâtir notre stratégie de santé communautaire autrement. Et pour être simple, nous allons avoir au niveau opérationnel des agents de santé communautaire qui vont avoir à charge un certain nombre de ménages de façon vraiment bien cadrée sur toute l'étendue du territoire pour vraiment mettre en œuvre un paquet d'interventions dédiées qui permettra vraiment de suivre au jour le jour l'ensemble des ménages et de pouvoir répondre à leurs besoins de façon rapprochée et efficiente. D'ailleurs, par rapport aux maladies de l'enfance, les maladies les plus mortelles, pour parler donc du programme élargi de vaccination, l'agence qui était dédiée à ce programme-là est maintenant sous une autre structure, n'est-ce pas? C'est l'agence nationale de santé primaire, c'est ce que je disais, c'est la prévention, c'est les soins de santé primaire. Vous voyez, avant, la santé de la mère était là et de l'enfant était là, alors que l'agence de vaccination était quelque part, ça ne permettait pas d'être, c'était disparate. Aujourd'hui, avec l'Agence nationale des soins de santé primaire, toutes ces activités sont concentrées et on va pouvoir les adresser de manière plus efficace et surtout de manière intégrée. Parce qu'en fait, vous pouvez avoir de meilleurs résultats en allant de manière intégrée. Lorsque vous voulez adresser des questions de l'enfant, vous allez pour opérer juste pour un pan, et demain vous allez pour la vaccination, après-demain vous allez pour un autre pan, vous comprenez que vous dispersez les ressources pour peu de résultats. Avec la nouvelle stratégie, avec la nouvelle agence qui est mise en place, nous allons pouvoir intégrer les actions avec moins de ressources pour plus d'efficience. Et donc une meilleure politique de gestion des maladies. Et nous allons quand même parler de cette nouvelle approche, de cette nouvelle stratégie en ce qui concerne par exemple le paludisme. On est en train de parler de la digitalisation. Pourquoi avoir fait ce choix? Nous avions toujours fait des campagnes de distribution de moustiquaires imprégnés. Il y avait beaucoup de plaintes derrière. On n'était pas sûr du quadrillage. Il y a beaucoup de ménages qui se plaignaient à la fin des campagnes de distribution de ne pas avoir reçu les moustiquaires. Aujourd'hui, avec la digitalisation, d'abord, nous avons un bon quadrillage de toutes les zones du territoire national, première chose. Et la deuxième chose, avec cette digitalisation, nous nous assurons que les moustiquaires arrivent vraiment aux bénéficiaires et nous pouvons le tracer et le vérifier de manière vraiment efficiente. Donc, c'est une campagne qui va nous permettre vraiment d'optimiser l'accès des populations qui en ont le plus besoin
à ces moustiquaires. Et il se fait même que lors, par exemple, de la digitalisation, en fait, quand on enregistre les populations, le citoyen, il ne sait pas combien de moustiquaires est destiné à tel ménage, par exemple, et donc c'est lors de la distribution qu'il pourra le savoir. Oui, c'est pour contrer un certain nombre de velléités par le passé ou... Oui, dans tous les cas de figure, souvent la taille des ménages, on sait à peu près le nombre de moustiquaires qu'on va leur distribuer. Et lorsqu'on finit tout ça, on génère les données et au cours de la distribution maintenant, on procède à la distribution par rapport aux données générées, par rapport à la taille du ménage. Très bien. Par rapport justement à la lutte des maladies, on va revenir un peu sur le coronavirus qui fait peur partout dans le monde aujourd'hui, pour que vous puissiez nous rappeler un peu les dispositions à prendre, les mesures préventives. Alors, en termes de mesures préventives, il faut dire que la première chose, la plus fondamentale, c'est d'abord le lavage des mains à l'eau et au savon. C'est le premier mouvement pour pouvoir lutter contre cette maladie. La deuxième chose, nous sommes déjà en phase d'épidémie. Il faudrait pouvoir non seulement ne pas se serrer les mains, mais observer la règle de distanciation sociale pour rester. Vous avez vu, nous sommes à des distances respectives qui permettent qu'il n'y ait pas de projection de sécrétion lorsque nous sommes en train de parler. Nous sommes en train d'aller peut-être vers un port de masque lorsque nous sommes dans des environnements un peu confinés. Il faudrait que nous puissions penser à respecter cela. Au-delà de ces mesures déjà par rapport à l'utilisation soit de l'eau et du savon pour le lavage des mains et peut-être du gel hydroalcoolique lorsque nous sommes dans une situation où on n'a pas accès à l'eau au savon, il faut également penser à ce que toutes les personnes qui sont malades, qui toussent ou qui sont enrhumées, puissent, lorsqu'elles veulent tousser, le faire au creux de leur coude, dans ce geste-là, ou alors porter un mouchoir pour tousser dedans, ou avec une bavette qui est bien mise, couvrant le nez et la bouche, tousser sans risque de contaminer les autres. Et après, jeter ces bavettes, ces masques et ces papiers dans des poubelles pour être éliminés. Ne pas les laisser traîner pour que les enfants ne ramassent pas cela. C'est ça. L'autre précaution fondamentale est que lorsqu'on sent des signes, la fièvre, la toux, le rhume, et qu'on a été en contact potentiellement avec un sujet, il faut appeler les numéros dédiés, c'est-à-dire les numéros du SAMU, c'est-à-dire le 95 36 11 02, le 95 36 11 04, pour qu'on puisse dépêcher une équipe pour venir investiguer, voir si réellement c'est une situation à risque et prélever. En dehors de ça, il faut dire que je dois insister sur un aspect que nous voyons ces temps-ci. Nous avons mis en place un call center pour pouvoir gérer... Un centre d'écoute et d'orientation. Voilà, un centre d'écoute et d'orientation pour gérer non seulement les dénonciations des sujets qui violent les prescriptions d'auto-isolement, mais également pouvoir donner des informations aux populations. Le constat aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui appellent soit pour donner de fausses informations, encombrant de fait la ligne et emmenant les équipes d'investigation à se lancer dans des recherches qui sont totalement inutiles, dispersant nos efforts et fatiguant de fait les équipes. Ça, c'est vraiment des comportements qui ne permettent pas d'être au mieux de notre riposte. Et donc certaines personnes s'amusent tout ça. Elles s'amusent. Il y a des enfants qui appellent et qui s'amusent au téléphone parce que le numéro est gratuit. Je voudrais vraiment lancer un appel à toutes ces personnes pour leur dire que nous sommes en train de faire face à une question très sérieuse qui est une question de vie ou de mort, où la plaisanterie n'est pas vraiment au rendez-vous, où les opinions politiques ou autres ne sont pas au rendez-vous. Il s'agit de questions de vie ou de mort. Et si les agents de santé n'arrivent pas à bien faire leur travail du fait de ces perturbations, c'est toute la population qui est mise en danger. Je voudrais les inviter à utiliser de manière rationnelle les lignes qui sont dédiées pour gérer les cas de plainte, les cas de dénonciation, les cas de recherche d'information. Je voudrais vous donner aussi la possibilité de rassurer le personnel de santé dans les hôpitaux qui ne sont pas recrutés pour, disons, gérer cette épidémie. Absolument, nous avons pris la mesure des choses. Déjà, nous avons rencontré le secteur privé et l'ordre des médecins dernièrement, étant donné que nous ne pouvons plus rencontrer en grand nombre les acteurs. C'est un effectif représentatif pour passer l'information et voir avec eux l'étude des règles à mettre en place pour éviter la contamination de ces structures.
au niveau des structures publiques, il y a des séances de formation qui sont en cours actuellement au niveau des hôpitaux et des centres de santé périphériques pour apprendre au personnel comment faire face à des situations potentielles de patients venant pour des cas de Covid-19. Et je voudrais profiter de cette occasion pour leur lancer un appel au respect strict des règles d'hygiène et de protection. Le gouvernement a mis en place des masques, des gants, des gels hydroalcooliques et des équipements de lavage des mains au niveau de différentes structures. Et nous allons encore enfoncer le clou en augmentant cette dotation dans les jours à venir pour que vous puissiez officier et servir la population comme cela se doit, mais en veillant également à vous protéger et à protéger les vôtres. Je sais que vous êtes au combat et je voudrais vous encourager et vous exhorter parce que, comme l'a dit le chef de l'État la dernière fois, c'est ensemble que nous allons parvenir à arriver au bout de cette maladie. Très bien, Monsieur le ministre, nous sommes au thème de cet entretien bilan. Si vous avez un message à l'endroit de nos concitoyens, quel serait ce message? Le message que j'ai à l'endroit de nos concitoyens, c'est de les appeler à faire confiance au gouvernement. Ils ont commencé à constater que les choses changent. Et je voudrais les inciter à nous accompagner dans toutes les réformes qui, certes, sont parfois dures, parfois difficiles, à nous accompagner donc dans ces réformes pour asseoir un système de santé efficace et efficient qui pourra répondre de façon vraiment totale à leurs besoins. Merci, mesdames et messieurs, merci donc de nous avoir suivis. Le ministre, vous retenez, tout comme nous, sur ce plateau, que beaucoup d'actions et de réformes ont été entreprises pour le mieux-être de nos populations et d'autres sont attendues encore pour la fin, en ce qui concerne tout de même le reste du mandat du président Patrice Talon à la tête du Bénin. J'ai eu du plaisir à animer ce plateau avec Angela Pédia. Merci. Merci à vous. Merci et à très vite. Monsieur le ministre, merci. Merci, Mme Pédia.